Alors c'est vraiment une question singulière pour moi qui parle. Je l'entends comme une question d'introduction où en quelques mots on pourrait voilà, faire sa petite carte d'identité. Et il se trouve que bah voilà, moi, mon parcours de vie fait qu'il m'a fallu 41 ans pour savoir moi-même qui parlait. et, euh, et donc du coup, peut-être c'est de ça que, voilà, que j'aurais l'élan de partager dans ceux qui parlent. Donc je suis une personne trans, masculine, de genre fluide. J'étais assignée fille à la naissance, j'ai 46 ans. Sont des choses qui me sont apparues de façon assez brutale, voilà, tardivement, puisque c'est à 41 ans que j'ai compris que je n'étais pas une fille. Donc pour moi, la question des privilèges, des oppressions de qui parle passe par tout ce long parcours en fait que j'appelle pour l'instant, peut-être ça changera à un autre moment, mais d'empêchement un petit peu, de détour. Voilà, j'ai une vie très détournée du fait de cet ensemble de faisceaux, j'ai envie de dire, de domination, d'oppression qui ont fait que, à un moment donné, dans l'enfance, je n'ai pas pu trouver les chemins qui menaient à qui j'étais. Et donc, j'ai accepté, incarné, autant qu'il était possible, ce qu'on me renvoyait d'assignation à ce moment-là. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que je viens de ces détours-là. C'est cette qui parle, voilà, je parle depuis peu de temps de là où je suis et voilà, de ce qui me traverse en tant que personne et plus en tant que personne assignée. Donc du coup, je parle d'abord des oppressions, même si voilà, ça s'entremêle avec tout ce territoire-là des privilèges et des dominations. Donc il y a eu cette domination adulte, j'ai envie de dire, voilà, vécue enfant, dans l'éducation qu'on est nombreux et nombreuses à vivre. Cette domination adulte qui est venue en tout cas mettre des mots sur qui j'étais et puis empêcher des formes d'expression et du coup empêcher aussi des formes de créativité, des formes de mise en mouvement, hein, et qui a un peu empêché les mouvements chez moi. Il y a l'oppression sexiste qui est venue là-dessus, voilà, le fait d'être envoyé au féminin avec ce que ça supposait de mise à l'écart, dans ma vie en tout cas, de questions des domaines, on va dire, du plaisir en général, voilà, via la sexualité peut-être, mais en tout cas s'étendant du coup à la question du plaisir et donc là aussi à la question de la créativité. Donc c'est peut-être comme ça d'abord que j'ai vécu les oppressions sexistes. Et puis bien sûr l'oppression de genre, puisque j'ai vécu l'oppression sexiste sans pourtant ne m'identifier au féminin. Donc ça, je me suis auto-noué dans l'histoire à force, je me suis pris les pieds aussi dans le tapis. Donc la question du genre qui est fondamentale pour moi, puisque voilà, j'ai été voilà, renvoyé à une binarité de genre, à une assignation féminine qui n'était pas celle qui résonnait pour moi et qui, alliée à toutes ces petites contrariétés mises ensemble, ont fait que voilà, j'ai pu vivre 41 ans en pensant sincèrement que, voilà, que j'étais une femme voilà, et donc cette prise de conscience est venue à un moment comme un choc et puis faire exploser aussi du coup d'un coup rendre visible en fait, en me rendant visible à moi-même, rendre visible voilà, ces questions-là d'oppression, de détournement et d'empêchement. Alors contrebalance ça un certain nombre effectivement voilà, de privilèges. Voilà, je suis une personne valide, j'ai eu la chance, le revers de comprendre qui on est tardivement, c'est que j'avais la force aussi de pouvoir
déployer au moment où j'ai compris qui j'étais, de le déployer pleinement avec les moyens qu'on a et la force peut-être qu'on a plus à 40 ans, que j'avais en tout cas plus à 40 ans qu'à 20 ans. Et peut-être que je reviens là aussi un peu longuement parce que sur les deux autres oppressions, privilèges, pardon, importants, mais là aussi, je pense que j'ai tellement interrogé qui parlait en moi, je pense. J'ai tellement interrogé ces questions que pour moi, c'est la question politique, la question du féminisme, enfin, la question du politique en général, elle passe par tous ces détours de vie parfois assez intimes. Donc moi, le privilège de classe, c'est celui dont j'ai eu conscience le plus tôt, voilà, parce que vivant à la fois dans une famille de bourgeoisie de province, disons classe moyenne supérieure, donc quelque chose d'assez confortable dans le background, on va dire, et en même temps dans le vécu, un sorte de vécu en décalage, parce que des parents très jeunes, donc voilà, j'ai vécu à 5 ans, jusque 5 ans, j'étais dans des quartiers de cité tels qu'ils étaient dans les années 70, hein, avec cette classe moyenne blanche qui s'est enfuie ou qui a été s'installer ailleurs à la fin des années 70, quand les premières grandes vagues d'immigration sont venues voilà, s'installer dans les quartiers. Et puis après l'école publique dans une petite, voilà, des petites villes de banlieue havraise, où là aussi, donc j'étais un sorte de décalage de classe entre voilà, ce qui était dans mon milieu familial et ce qui était dans la vie sociale. Donc il y avait ce frottement à cet endroit-là, qui a été du coup ma première conscience un peu confusément, on va dire, politique, d'être qu'il y avait un écart. Et le deuxième privilège, qui est le fait d'être blanc, blanche, c'est venu plus tard, c'est venu à travers cette recherche-là autour de moi qui a pris la forme d'abord de travaux photographiques, parce que voilà, j'écris, mais j'ai fait beaucoup de photographies pendant 15 ans. Et notamment de 2010 à 2014, j'ai fait tout un gros travail photographique sur la ville et sur les quartiers en rénovation en Île-de-France. Donc en gros, j'ai été voir toutes les cités les plus abîmées urbainement et socialement d'Île-de-France, et que j'ai photographié dans un sorte de travail presque méditatif de marche et de photos. Et ce détour-là, en fait, ça représentait un travail vraiment important pour moi de prise de conscience qu'en allant chercher l'autre, voilà, j'allais chercher l'autre, j'allais chercher ce qui se passait dans ces quartiers après les émeutes de 2005, j'allais chercher ce qui, dans ces quartiers, était devenu si étranger dans la nature de ce qui se passait, pour qu'on puisse me dire que c'était devenu des endroits où je ne pouvais pas mettre les pieds, où c'était voilà. Donc qu'est-ce qui s'était passé entre le moment où j'avais pu vivre voilà, dans ces espaces urbains-là et aujourd'hui où je vivais juste à côté, mais voilà, il semblait y avoir un mur infranchissable. Donc j'étais à la recherche de ça, de comprendre ce qu'il y avait derrière les images médiatiques que je pouvais avoir des émeutes. Et en allant à la recherche de cet autre, voilà, c'est évidemment l'histoire de l'urbanisme, mais l'histoire du colonialisme, l'histoire du racisme d'État, des administrations que j'ai rencontrées. Et voilà, jusque ce projet, en fait, s'est fini au moment où moi-même j'ai compris que j'étais pas ce que je croyais être. Donc il y a une sorte aussi de jolie rencontre dans ce travail plastique photographique-là, et puis la rencontre avec moi-même au bout de ce projet-là. J'avais été chercher l'autre et les autres quartiers, puis voilà, en comprenant mieux ce qui se passait là-bas, j'ai aussi mieux compris ce qui se passait dedans. Donc voilà, donc qui parle? Eh bien, aujourd'hui,
je peux dire qu'en tout cas, une personne qui sait qui elle est à peu près, et c'est nouveau, c'est une... j'ai envie de dire que c'est même pas qui parle, c'est que je parle. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Je n'aurais pas pu être dans un dispositif comme celui-ci avant. Ça aurait été vraiment un effort démesuré parce que voilà, il n'y avait pas de base, hein, il n'y avait pas d'intériorité, voilà. Donc donc ça reste voilà, émouvant pour moi. Bah, peut-être je m'arrête là pour qui parle. Alors j'habite à Paris, dans le 20e arrondissement, depuis une bonne vingtaine d'années déjà. Et j'habite à Paris depuis 30 ans. Je cherche à quitter Paris. Voilà, donc ce sont les derniers mois, les dernières semaines avant de mon allée de Paris. Je cherche à défusionner de Paris depuis 3 ans, j'y suis presque. J'habite dans un atelier logement. Je dis ça parce que ça a son importance, puisqu'on est dans les choses concrètes et que les choses concrètes font... Voilà. Donc j'ai à la fois cette... j'ai l'impression que finalement c'est un peu ma vie quand je réfléchis à ces questions auxquelles je dois répondre. J'ai l'impression qu'il y a... Voilà, à la fois j'ai cette chance incroyable dont rêvent beaucoup de gens d'avoir un atelier logement, et en même temps je vis dans des conditions dans cet atelier logement tout à fait... voilà, non satisfaisante, voilà, dû au manque d'entretien, aux bailleurs bandits. Et donc, voilà, je suis aux prises avec cette ville que j'adore, voilà, qui me nourrit ou qui m'a beaucoup nourri, et qui en même temps, aujourd'hui, à plein d'endroits, ne me laisse pas, en tout cas, l'espace et la possibilité de déployer ce que j'ai à faire, de contribuer ce que j'aimerais contribuer, de trouver les espaces nécessaires pour faire sereinement ce que j'aimerais faire. Donc il y a un peu de frustration dans cette relation à Paris. C'est pas nouveau, ça fait un bon nombre d'années, mais là je cède. Enfin, je choisis d'aller inventer ailleurs et d'aller trouver des espaces ailleurs, parce que voilà, mon élan, en tout cas à faire autrement, à vivre autrement, vient percuter l'impossibilité qu'il y a à inventer autrement, selon moi en tout cas, à Paris aujourd'hui. Donc c'est dans cette tension-là, en tout cas, que j'ai vécu depuis quelques années, et que voilà, j'ai décidé de lâcher pour autre chose. Je ne sais plus les autres questions. Est-ce que je m'engage sur mon territoire? Ça rejoue un peu voilà, ce que j'ai dit avant. Je pense que du fait des communautés qui m'attachent à Paris, de cette richesse humaine-là, je pense qu'il y a une grande partie de moi qui aurait rêvé, je pense, de pouvoir déployer pleinement ce que j'ai à faire ici. De trouver les espaces ressources, de pouvoir inventer là. Je ne trouve pas cet endroit ou ces espaces, et du coup c'est vrai que ça fait quelque temps que je travaille sur comment je fais autrement et comment je fais ailleurs, et du coup j'ai pas j'investis plus, en tout cas ces derniers mois, peut-être cette dernière année presque, mais j'investis plus d'inventivité directement dans comment je fais ici ou comment je contribue ici. Donc j'ai proposé voilà, des ateliers. Je pense que mes modes de contribution aujourd'hui, ils se sont
à la fois replier, mais j'aime pas trop ce mot parce que ça donne l'impression que voilà, ça vient se fuir quelque chose, mais je crois pas. C'est-à-dire que ça s'est replié sur du proche, voilà, sur des personnes proches avec lesquelles on a entrepris un sorte de travail d'émancipation, de travail de réflexion qui touche voilà, la communication non violente, la sexualité, le mouvement, diverses pratiques, on va dire, l'analyse aussi de pratiques et des cadres dans lesquels on fonctionne et on peut contribuer. Bref, comment on imagine et comment on s'aide on s'entre-émancipe, voilà, comment on se partage nos savoirs et comment, ce faisant, on se donne des forces pour pouvoir peut-être après, chaque personne de ces groupes un peu mouvants, mais voilà, qui comptent une dizaine de personnes, on va dire, et qui vont chacune partir dans des espaces différents, comment on se donne en tout cas les outils essentiels pour nous en ce moment pour pouvoir inventer et faire autrement. Donc ma façon de contribuer, c'est ça. Ça a été un petit peu, ça s'est resserré sur un plus petit groupe avant de rassembler des forces, j'imagine, j'espère, pour pouvoir contribuer plus largement à peut-être une autre échelle. C'est une question très vaste pour moi parce que j'ai l'impression que j'ai pas un engagement, ou j'ai pas un combat, ou j'ai pas une personne à laquelle je m'adresse. Je pense que les choses personnelles et politiques se sont emmêlées très très fort pour moi. C'est vraiment intimement lié. Et donc c'est difficile en tout cas voilà, j'ai pas un combat. Si je le dis avec des gros mots, ça serait voilà, comment je fais en sorte aujourd'hui de rassembler les outils et de pouvoir les partager pour inventer autrement hors de ce système. Voilà. Donc ça, c'est les gros mots et le gros combat. Voilà. Mais qui, du coup, se déploie dans tous les domaines et tous les champs, j'ai envie de dire. Et du coup, qui nécessite à la fois des ajustements et des déconditionnements personnels en série, et puis en même temps de se donner des espaces et oui, des espaces de réflexion et de pratique qui permettent de partager ces outils. Donc j'ai envie de dire que je m'adresse à moi-même. Voilà, c'est un combat, une lutte avec moi-même dans les différents champs de la vie. Et ce faisant, que je m'adresse, je crois, de manière vraiment très très large. Et cette vision-là, en tout cas, depuis que je suis sorti de la lutte un peu plus classique du contre, voilà, de la lutte politique de la rue, que j'ai quitté parce que, voilà, parce que c'était trop violent, parce qu'aussi j'avais l'impression de répéter un sentiment d'échec dans ces espaces-là, et que j'ai eu besoin de sortir de cette ornière-là pour aller essayer d'inventer des luttes autrement. Et du coup, j'ai l'impression que, idéalement, je m'adresse à tout le monde. En tout cas, il n'y a pas... en sortant du contre, il y a du contre... voilà, de l'affrontement direct, etc. Je suis dans une vision, en tout cas, où il n'y a aucune raison non seulement il n'y a aucune raison qu'on ne change pas tous et toutes, mais il y a une nécessité voilà, à ce qu'on change tous et toutes, et où qu'on soit, voilà, et de quelque bord qu'on soit, il y a quelque chose, en tout cas, dans les vieilles... je ne sais pas du tout un jugement, donc je ne suis pas en train de dire que les luttes telles qu'elles se déploient aussi dans la rue, etc., ne sont pas pleinement justes, hein, mais ce n'est plus mon endroit, et ce n'est pas mon endroit, et je me perds moi-même, ce qui arrive souvent.
Mais en tout cas, j'ai cette sensation, cette nécessité en tout cas d'aller à l'endroit du commun, et donc à l'endroit, si petit soit-il, où on peut se retrouver dans les luttes et se retrouver dans la puissance. Voilà, la puissance intérieure, la puissance à faire, et pas dans des... il y a toujours des situations de pouvoir, mais comment on déjoue ces situations de pouvoir pour se reconnecter à de pouvoir sûr, pour se reconnecter à de la puissance intérieure, et donc ne plus être contre, mais être pour. Voilà, comment on fait pour faire comment on fait pour inventer ensemble dans toute la radicalité du coup que ça impose aussi, et le travail, je crois que c'est ça, c'est qu'il y a un gros travail, c'est pour ça que c'est lié à l'intime, c'est un gros travail sur soi et un gros travail de réinvention collective. Donc mes engagements, ils prennent racine, j'ai envie de dire, ils s'inscrivent dans des choses à la fois artistique et politique, on va dire en gros. Moi, mon fil, il a surtout été artistique parce que par les détours que j'évoquais, je n'ai pas pu m'emparer des questions politiques, féministes de façon très claire avant ces dernières années. C'est quand les choses ont explosé, voilà, les questions de genre ont explosé pour moi que du coup j'ai pu enfin mettre des mots clairs sur qui, quoi, comment, et que voilà, plonger et trouver les alliés, les lectures, etc. qui faisaient sens. Mais jusque-là, voilà, c'était plus confus. Du coup, moi, ça a pris cette forme-là de l'artistique, du photographique notamment, et puis ces derniers temps, davantage de travaux d'écriture. Donc ça, c'est pour la pratique artistique, mais il y a aussi comment ça se déploie, voilà, dans le quotidien, et dans le quotidien, c'est comment j'invente sans l'école, puisque je suis... qui parle, c'est aussi un parent, voilà. J'ai une petite fille de 10 ans, et comment cette petite fille fait sans l'école, et comment on s'accompagne dans la vie en se déconditionnant de cette idée-là qu'une autre personne doit nous dire ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit apprendre et à quel âge. Ce qui moi-même en tant qu'adulte m'a beaucoup appris. C'est comment on fait sans argent ou avec le moins possible. Voilà, comment on lâche, comment je lâche sur la nécessité à gagner ma vie, donc à être pris dans cette infinie boucle de rentrer, sortir de l'argent, etc. Donc comment j'essaye de me reposer sur d'autres forces mystérieuses. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ça marche. C'est magique. Voilà, en quittant Paris, comment j'essaye d'imaginer vivre autrement dans d'autres espaces, potentiellement collectifs. Donc voilà, j'imagine que j'en oublie, voilà. Mais comment ça s'ancre, en fait, pour moi, c'est devenu vraiment, peut-être avec le moment où je trouve qui je suis, j'ai un grand besoin aujourd'hui, mais je crois que je ne suis pas seule là-dedans, de cohérence. J'ai la sensation d'avoir vécu une vie entière d'incohérence et d'être très fatiguée de ces incohérences qui épuisent personnellement et collectivement, et d'essayer de remettre du bon sens, de faire confiance au fait qu'on peut aller à cet endroit-là où on est fait aussi pour aller, enfin voilà, qu'on a ces forces-là pour faire en adéquation avec nos élans fondamentaux. Donc peut-être c'est ça, mes engagements, comment je trouve les voies collectives et personnelles pour déployer ça. Donc j'ai toujours lié, je crois, la question, comme je l'ai déjà dit, peut-être la question artistique et politique.
C'est venu d'abord via la ville et le travail photographique et le projet dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu un autre projet qui a été assez important pour moi et que j'aimerais évoquer en marge de... Enfin, ces deux projets, le projet des archives dans les quartiers en rénovation et le projet dans un bidonville à Ris-Orangis sont venus s'entrecroiser, mais ont donné des choses très très différentes. Donc il y a eu le projet des archives qui était vraiment ce travail de recherche personnelle, c'était un travail très solitaire et très solitaire aussi dans les images parce que c'était ce moment-là où, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, la question de parler, la question des mots, elle était très difficile. Donc j'ai longtemps photographier et danser aussi plutôt que parler, voilà, plutôt qu'écrit parce que l'écriture elle n'était pas possible, les mots ils n'étaient pas possibles, c'était trop chargé, trop dangereux quelque part. Et donc du coup j'ai fait beaucoup d'images dans ces archives, d'images de la ville et d'images très silencieuses. Voilà, c'est des images très alors elles sont habitées de toute une histoire, comme j'évoquais, coloniale, administrative, urbaine, etc. Elles évoquent donc, elles renvoient donc à des histoires humaines, mais il y a très très peu de présence humaine dedans. Inversement, j'ai eu l'occasion via un collectif qui s'appelle le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, d'avoir l'occasion de plonger collectivement dans une rencontre assez incroyable dans un bidonville de 2012 à 2014 à Ris-Orangis. Où par la construction en fait d'un espace commun collectif, des rencontres ont pu être possibles. J'ai pu entrer dans le bidonville avec d'autres personnes, les personnes du bidonville ont pu nous accueillir, il s'est passé une sorte de rencontre pendant quelques mois qui a duré sur 2 ans, mais disons qu'il y a eu une sorte de rencontres assez incroyables pendant 6 mois dans ce bidonville où on a partagé moi de la photographie parce qu'on ne pouvait pas forcément se parler, mais il y a eu cette rencontre autour de l'image où des personnes où j'ai passé, je faisais des ateliers au BAL à l'époque et j'avais pu obtenir du coup un prêt d'appareils photo qui ont servi aussi à ces personnes et donc voilà. On a collecté en quelques semaines 3000 images, on a fait un petit livre. Enfin, il y a eu cette sorte, voilà, une sorte de créativité collective qui s'est fait de façon très simple et très directe et qui a été pour moi peut-être une première expérience de travail artistique collectif vraiment très fluide et très joyeux. Et puis j'ai poursuivi l'année d'après, j'ai fait un travail avec les femmes du bidonville, un travail vidéo où je leur ai passé, chaque semaine, je leur passais un appareil photo et puis voilà, on a pu comme ça monter un court-métrage de la vie quotidienne de ces personnes et en même temps pleine voilà, longtemps, je n'ai pas compris ce qui se racontait dans ce court-métrage. Elle seule savait ce qui se disait. On a su tardivement et c'était très joli parce que c'est plein de commentaires de réalisation, de mise en scène. Bon, voilà, c'était une rencontre assez étonnante via l'image. Donc ça a été des dispositifs autour de l'image. Deux projets en tout cas très aboutis et qui me sont chers en tout cas via l'image. Et puis il y a eu l'écriture voilà, qui a ressurgi au détour de la transition, du fait de comprendre qui j'étais et du coup dans ce processus de recouvrement de la parole, de recouvrement de ma capacité à dire, est venue mon envie aussi de m'adresser à d'autres et donc de raconter ces quelques années, par exemple, de transition de 2014 à 2017 et que j'ai rassemblé dans un journal qui s'appelle Journal d'un Transboy. Et je crois que ce livre, en tout cas, il a deux... donc c'est le premier livre
d'écriture que je fais. Et pour moi, il y a deux choses très très précieuses dans ce livre. Il y a d'abord comment dire, la rencontre avec moi-même, les retrouvailles avec moi-même, avec l'enfant qui écrivait, avec l'enfant qui avait les mots et qui était dans cette fluidité-là. Donc c'est vraiment un objet précieux personnellement pour ça. Et puis je crois qu'à mesure qu'au-delà de ça, ça a été, c'est aujourd'hui qu'il est en circulation et qui vit sa vie, la joie d'avoir trouvé une manière à la fois de partager cette expérience-là, qui est celle du genre et de sa remise en question, mais aussi au-delà de la question du genre, de partager tout un faisceau, j'ai envie de dire, que j'évoquais tout à l'heure, de questions politiques et de comment on s'invente autrement et comment ça passe par une réinvention de soi-même et pour aller vers une réinvention collective. Donc c'est peut-être ça que j'aime partager avec ce livre et qui fait que enfin voilà, quand j'ai des échos, voilà, ça ne s'intéresse pas forcément ça n'adresse pas forcément que la question du genre, mais via l'entrée moi que j'ai fait en politique et en lutte, qui est celle du genre, mais via cette question du genre, c'est aussi comment ça vient contaminer les autres cases, voilà, tout ce système et ces cases imposées par le capitalisme patriarcal, voilà, si on prend les grands mots. Donc il y a cet objet-là, voilà, et je pense que j'ai envie de poursuivre, en tout cas, j'ai envie de poursuivre ce travail-là d'écriture et de partage autour via ce médium qui est vraiment mon médium, même si j'ai été très loin dans le médium photographique, mon vrai médium à moi, c'est l'écriture. Et donc j'ai envie de poursuivre avec ça. Les engagements, sinon, ils prennent d'autres voies. Ils prennent des voies collectives. Enfin, comment dire ? Ils prennent aussi des voies collectives. Il y a la dimension peut-être féerique de ma vie. Par féerique, je veux dire qu'avec ces transformations intérieures, ce drôle de détour de vie, d'expérience un peu brutale, mais étonnante du jour au lendemain de s'apercevoir que tout ce que j'étais, enfin que rien de ce que j'étais n'était véritablement, ou quasiment rien, de me retrouver vraiment à poil. Cette expérience-là, je pense, elle a défait des choses politiques, mais elle a aussi ouvert à des dimensions spirituelles. Il y a vraiment eu alors peut-être pas tout de suite, c'est venu un peu plus tard quand j'ai repris un peu pied, mais je pense qu'il y a, en tout cas, c'est ça que j'entends, que je pourrais dire sorcier, sorcière, voilà. Moi je le nomme en féerie parce que voilà, ça vient jouer à l'endroit du genre, là où avant, sans doute, je me serais définie comme sorcière, je veux dire, aujourd'hui, je me définis comme fée, mais j'ai à cœur, en tout cas, que le spirituel et le politique se nouent. Voilà, c'est-à-dire que je découvre, en tout cas, que les nouveaux espaces d'intensité, pour moi, les nouveaux espaces d'invention, ils ne font pas, comment on dit, ne peuvent pas faire sans, ne font pas sans, ceux qui me tiennent à cœur, ne font pas sans ce mélange-là, cette articulation-là entre alors, spiritualité, c'est vraiment très très large, hein. C'est une sensibilité en tout cas à un lien à l'univers, un lien à la terre, on peut l'appeler de plein de manières que l'on veut, un lien à l'autre et un lien à soi, voilà, renouvelé, différent, avec une sensibilité singulière. Et comment ce pas de côté-là, il nous fait faire un pas de côté politique, et comment on l'articule à des formes politiques qui soient efficientes également. Mais
voilà, donc j'ai à cœur de trouver des collectifs, donc il y a les faits radicales notamment, voilà, qui sont un mouvement queer qui articule ça, hein, la question d'identité, de sexualité, de politique et de spiritualité, et de trouver comment créer d'autres espaces collectifs qui permettent de se ressourcer et voilà, d'inventer. Donc ça peut passer par voilà, comment on achète collectivement des terres, comment on occupe des espaces, comment je disais tout à l'heure, voilà, comment on s'apprend les uns les unes les autres, au-delà des questions d'âge et sans institutions qui nous chapeautent pour nous dire ce qu'on a à savoir ou à apprendre. Donc comment voilà, on rassemble nos savoirs et on se sent légitime à se partager tout ça et à s'apercevoir qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire ce qu'on a à faire. Voilà, ça peut passer par faire des cercles, voilà, inventer des espaces, continuer à inventer, à expérimenter des espaces de parole qui permettent de déposer, d'inventer, d'imaginer, ensemble. Ça passe par, voilà, par danser beaucoup. Oui, je n'ai pas beaucoup parlé de danse, mais il y a la danse aussi. Ça passe par danser, parce que danser, voilà, ça représentait comme pratique pour moi en tout cas un de ces modes sans mots qui ont permis d'expérimenter beaucoup de choses intérieures et qui sont pour moi un grand espace d'émancipation, parce que je pense que dans le déconditionnement qu'il y a aussi notre rapport au corps, voilà, voilà, qui est tellement voilà, coupé. On a appris voilà, à se couper de soi. Enfin, en tout cas, j'ai appris à me couper de moi. Et comment voilà, la danse a fait partie des moyens de me reconnecter et continuer à à représenter un moyen de me connecter à moi-même, à mes émotions, aux autres, et du coup à continuer sans cesse à réouvrir des espaces nouveaux, parce que cette exploration-là, elle est infinie. Donc voilà, la danse pour moi, alors le mouvement, enfin voilà, comment on se met en mouvement, et voilà, ça peut être juste du mouvement, ça peut être la question connexe de la sensualité et de la sexualité, ça peut être l'expression, la créativité, bon voilà, ça mène aussi à tous ces endroits, voilà, tel un millefeuille. Mais donc il y a eu la danse aussi comme dispositif, donc voilà, donc il y a aussi danser. Danser, voilà, ne pas cesser de se réinventer, de se renommer. Voilà, je discutais récemment de tous ces espaces où les gens se renomment pour plein de raisons différentes. Alors chez les fées, voilà, tout le monde a des noms de fées, et voilà, mais dans les univers militants, voilà, on se nomme, on se renomme. Alors c'est à la fois pour ne pas, voilà, pour échapper, pour ne pas se faire attraper, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est jamais innocent de se nommer et de se renommer. Et je trouve ça très joli de m'apercevoir parfois que les nouvelles connaissances que j'ai, je n'ai aucune idée voilà, de cette carte d'état civil, de cette carte d'identité, de cet état civil. Enfin, voilà, je connais des noms voilà, qui ont changé, qui changent dans le temps. Et voilà, voilà ça fait partie aussi des choses. Donc voilà, s'inventer, continuer à s'inventer, ce serait ma manière de finir.